Quoi sur une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. On devrait à l'inverse s'y tenir encore plus. Et l'autre point que j'ai voulu voir après, parce que c'est quelque chose que je constate dans les gens que je connaisse qui travaillent sur les questions de droits de l'homme depuis un certain temps, et comme moi aussi, hein, j'en fais partie, et qui justement, devant le contexte auquel on est confronté aujourd'hui, eh ben, ont beaucoup d'interrogations et de crises. Alors j'ai mis désarroi, mais parce que c'est vraiment ça, il y a vraiment... Est-ce qu'on va dans le bon sens? Pourquoi nous, on n'arrive pas à convaincre alors que les autres y arrivent? Pourquoi un discours qui est incluant et qui veut aider tout le monde est moins écouté, et même de plus en plus est agressé et violenté, qu'un discours qui dénonce, qui s'attaque aux gens et qui va en fait nous entraîner vers le pire. Donc voilà, c'est les deux points principaux de ce qu'on va discuter. Parce que moi j'ai la conviction, et je crains que ce soit pas qu'une conviction personnelle, mais qui en même temps n'est pas si pessimiste que ça quand même, parce qu'on me reproche souvent d'être très pessimiste, mais quand même il y a quand même... Je pense qu'on le voit et on le verra dans les exemples justement de ce désarroi. On est clairement dans une phase transitoire. On est à la fin d'un cycle, un cycle qui a mené à beaucoup d'avancées au niveau des droits de l'homme, à la création de beaucoup d'institutions auxquelles on n'aurait pas pensé avant, comme la Cour pénale internationale, comme la Cour européenne des droits de l'homme, comme plein de choses comme ça, qui sont l'après-Seconde Guerre mondiale. Ça semble se terminer. Et la question et le combat aujourd'hui, c'est vers quoi on va aller. Est-ce qu'on va revenir, on l'entend beaucoup, hein, on en parle souvent, à ces années 30 et à ce qui nous mène droit vers le chaos, ou est-ce qu'on va en ressortir finalement grandi, et on va aller vers enfin un retour des droits, parce que les gens vont se rendre compte, parce que souvent on reproche aux défenseurs des droits de l'homme de ne pas comprendre la réalité, de refuser de voir justement qu'il y a une montée de la violence. Et moi, ce que je réponds souvent, et c'est le texte que citait Bernard, c'est quand on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un texte qui a été adopté par des gens, c'était tous des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu des horreurs que la plupart d'entre nous, on ne peut même pas imaginer. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui est déjà difficile, mais ce qui s'est passé dans le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'était les personnes qui étaient au plus près de ces choses, de ces choses-là, et eux, à la fin de la guerre, plutôt de se dire on va empêcher, on va arrêter tout le monde, c'est ces gens-là qui se sont dit non, on va créer un texte universel qui va reconnaître les droits de tout le monde. Donc c'est quand même, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une note d'espoir, c'est que ceux qui ont connu le pire, plutôt que d'être revanchards et de vouloir tout anéantir en disant on a gagné, maintenant c'est à nous, se sont dit non, on va créer une société ouverte avec comme objectif qu'il n'y ait plus de personnes qui vivent ce que nous on a vécu, ce que nos populations ont vécu, on ne veut plus que ça arrive, et donc on se met tous ensemble autour de ce texte et on reconnaît des droits qui sont universels, inaliénables, qui appartiennent à tout le monde. Donc j'espère, là c'est mon côté optimiste qui est rare, donc il faut en profiter, il faudra presque l'enregistrer, d'ailleurs s'enregistrer ça que c'est vers ça qu'on va aller. Qu'à la fin de cette période de trouble, ou comme on le voit avec l'élection de ces derniers jours et des personnes qui sont nommées, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel, mais on peut espérer, même si ça va demander de se mobiliser, hein, on ne va pas non plus attendre que les choses se passent, mais que de toute cette violence qui monte et de cette haine qui monte, va à nouveau en sortir quelque chose, et un cycle qu'on peut espérer même encore plus long, hein, le dernier a duré 60 ou 70 ans. Elle est assez dense, le prochain, pour les droits et pour ceux qui en ont 100 ans. Voilà, c'est l'objectif qu'on se fixe. Donc voilà, c'est l'idée de cette présentation à la première, qui est donc, ça c'est plus un constat, c'est cet affaiblissement, comme on le voit,
C'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle cette érosion qui fait que petit à petit, on a fermé les portes, on a réduit les droits et qu'à la fin, le droit il a disparu un petit peu sans qu'on s'en rende compte. Et ce mouvement, moi je trouve qu'il est surtout lié à deux choses. La première, c'est ce que j'ai appelé, c'est la revanche des politiques. C'est qu'on le voit de plus en plus que les gouvernants, les hommes politiques, et surtout les gouvernants, qui sont normalement ceux qui sont garants de l'état de droit, de l'application des droits, qu'en plus beaucoup ont signé eux-mêmes pour les intégrer dans notre législation. De plus en plus, ces gens-là sont les premiers à se méfier des droits de l'homme, des garanties, des protections qu'ils ont contribué à faire adopter. Alors les exemples, je pense qu'on a tous... je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un disant que les droits n'étaient pas sacrés. Oui, c'est un Retailleau, exemple, voilà, ministre de l'Intérieur. voilà, un exemple parmi d'autres. Et voilà, et cette revanche, on voit qu'il y a une vraie attaque sur les droits de l'homme et qui est d'autant plus inquiétante et surprenante qu'elle est menée par ceux qui sont normalement censés les défendre. Donc ça, c'est quelque chose qui... Moi, je l'ai vu surtout à partir de 2001 et des attentats du 11 septembre, où tout est organisé, et ça reste encore le cas aujourd'hui, pour éviter que les gens puissent avoir accès aux droits qu'on leur a accordés. Donc voilà, c'est ce mouvement d'érosion, cette revanche des politiques. Et puis l'autre point, c'est ce que j'ai appelé, alors c'est peut-être un peu provocateur, ou c'est justement cette construction qui a été faite de ce que j'ai appelé les ennemis de l'intérieur, qui ont servi à comme ça grignoter les droits pour s'assurer que personne n'allait se plaindre. Et ces deux, pour moi, ennemis de l'intérieur que j'ai identifiés, bah, c'est le terroriste, c'est ce qui se passe en 2001, ça fait peur à tout le monde, c'est des gens qui sont dangereux, et donc toutes les garanties qu'on accorde à tout le monde, il y a eu quand même un consensus assez important, et politique, et aussi je pense dans la société, que c'était normal, face à ce qui venait de se passer, que la plupart des droits et garanties ne s'appliquaient plus pour ces personnes-là. Et c'est devenu une habitude, et puis quand ça a commencé à glisser, c'est quand on a commencé à appliquer toutes ces mesures exceptionnelles, dérogatoires, ben on s'est mis à les appliquer contre des manifestants, contre des syndicalistes, contre des militants, mais c'était d'abord cette première figure qui faisait peur, qui a permis d'ouvrir les vannes, et on le sait dans ce domaine des droits, quand on commence à reculer, eh ben c'est extrêmement difficile de retourner en arrière. Les gens qui fuient des persécutions, on ne parle plus de gens qui fuient la guerre, mais on parle de gens qui viennent de manière irrégulière, qui doivent être sanctionnés pour ça, et qui donc de toute façon sont des tricheurs, qu'en plus d'être des tricheurs, c'est des profiteurs. Et donc voilà, c'est la deuxième figure qui permet de grignoter tout un autre pan de droit, qui était le pan de la protection internationale, qui permettait à celles et ceux, la France en a fait partie, l'Europe en a fait partie, qui, confrontés à un conflit sur le territoire, savaient que s'ils quittaient cette zone, ils pouvaient recevoir protection et avoir des droits garantis une fois avoir quitté cet endroit. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, et c'était la question que posait la CAP en 2022, on n'est même plus certain que ce soit encore le cas. On le montrait à l'époque. Aujourd'hui, en France, la protection accordée, c'est-à-dire celle de réfugiés, de personnes fuyant des persécutions pour les motifs de la Convention, c'est devenu l'exception. La majorité des gens obtiennent des protections subsidiaires ou d'autres types de formes de protection temporaire, et désormais être reconnu comme un réfugié, c'est une sorte de privilège qu'on accorde de manière très parcimonieuse, et d'ailleurs de moins en moins, y compris des gens qui fuient des conflits qu'on est quand même tous en mesure de qualifier de terribles et qui méritent protection, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Syrie. De plus en plus, ces personnes se voient refuser la porte de l'asile pour des raisons administratives, parce qu'ils sont arrivés de manière irrégulière, parce qu'ils ont refusé de donner leur empreinte, parce qu'ils ont attendu plus de 6 mois pour déposer leur demande d'asile. On oublie d'où ils viennent et on les considère comme des personnes en situation irrégulière d'un point de vue administratif, et on leur ferme
la porte de la Convention. Donc voilà, c'est les deux principales catégories qu'on va voir après. Que nous sommes, mais les droits de l'homme tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels qu'on les a tous vécus depuis qu'on s'intéresse à ces questions, c'est moins 1789 et ce qui a pu se faire avant. Nous, c'est vraiment c'est ce qui commence à partir de la Déclaration universelle. C'est quand les États se réunissent après avoir vu ce qu'un État, ce qu'un gouvernement, y compris élu, pouvait créer comme normes, comme lois, c'est-à-dire des lois qui décidaient qu'un certain nombre de citoyens devaient être assassinés en raison soit de leurs opinions, soit de leur religion ou autre. Et les droits de l'homme, et donc tous ces gens qui ont connu ça, se réunissent et débouchent avec l'idée que même si vous êtes un gouvernement élu, même si vous êtes le plus fort, même s'il se passe des choses difficiles sur votre territoire, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être faites. Il y a des normes, il y a des principes, il y a des droits et des libertés qui s'imposent, quelles que soient les lois que vous allez voter, quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Même si vous avez été largement élu et qu'en plus vous avez le Parlement, le Sénat, et malgré tout, il y a un certain nombre de restrictions qui sont là, et ces restrictions, c'est les droits de l'homme. C'est de dire sur les droits fondamentaux, le droit à la vie, le fait de ne pas être torturé, le fait de ne pas être arrêté arbitrairement, et plein d'autres droits qu'on connaît tous de la Déclaration et des pactes qui ont suivi, et quel que soit le pouvoir que vous avez chez vous et le soutien que vous avez, y compris de la majorité de la population, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Juste une incise, la caractéristique des droits de l'homme, c'est d'être des droits qui sont liés à l'espèce humaine et non pas à l'homme dans une société donnée. C'est ainsi que la Déclaration des droits de l'homme de 89, de la première convention, Constitution, pardon, s'est attachée justement, l'idée directrice, c'est que ces droits sont attachés à l'espèce humaine. Et ce principe a été repris dans la Déclaration universelle. C'est-à-dire, ça a une conséquence en droit positif, ça veut dire que les individus sont en droit de se pourvoir contre leur État pour non-respect d'un principe qui tient à l'espèce humaine. Voilà, simplement ce que je voulais dire pour qu'on comprenne bien l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Et qui est donc quelque chose d'assez révolutionnaire. Ah oui. C'est pendant la Révolution en France qu'on y a pensé, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je le disais, d'autant plus quand on voit ce que les gens avaient vécu, connu et subi, de se réunir et d'admettre ça, qu'un gouvernement n'est pas en mesure de faire ce qu'il veut. C'était révolutionnaire. Donc, et ça a tenu pendant longtemps. Et on a constaté depuis, je pense, le début des années 2000, c'est ce que j'appelais la revanche des politiques. De plus en plus d'hommes forts politiques, forts dans le sens se pensant, pareil, quelqu'un d'autre disant « moi je sais ce que pense le peuple », c'est d'ailleurs la même personne. C'est pour ça que c'est très intéressant ce type de déclaration, parce que c'est justement ça que ne voulaient pas les gouvernants après la Seconde Guerre mondiale, et c'est justement contre ça que tous les textes qui ont été adoptés après, ce qu'on appelle les pactes, qui reprennent la Déclaration universelle, et puis tous les droits plus spécifiques comme la Convention contre la torture, la Convention pour l'enfant, c'est justement éviter ça, que des gens au pouvoir puissent se dire « moi je sais ce que pense le peuple, et donc on va faire ce que les gens veulent ». Et voilà, il y a aujourd'hui cette sorte de revanche qui fait que, d'autant plus que, comme je le disais, c'est les gens qui sont normalement chargés de protéger les droits,
ces gens-là ne jouent plus le jeu et sont les principaux responsables de cette érosion, sous couvert justement d'une popularité ou d'une souveraineté qui est en fait un abandon des droits des citoyens. Comme le disait Bernard, c'est ce qu'on appelle ces droits inaliénables, inhérents à la personne humaine. C'est-à-dire que normalement, dans la définition des droits de l'homme, on ne peut pas renoncer à ces droits. On ne peut pas dire, moi, voilà, j'ai décidé que finalement, le droit à la vie, tout ça, c'est pas quelque chose que je trouve important, donc faites ce que vous voulez. Non, on ne peut pas faire ce genre de choses, parce que c'est inhérent à la personne humaine. Et de plus en plus, donc, ce mouvement politique et ce mouvement des dirigeants revient dessus, et le discours qu'on entend depuis, et comme je disais, surtout depuis 2001, c'est ça. C'est de dire les lois sont un obstacle, la protection est dangereuse, et pour le rendre un peu plus acceptable, eh ben on choisit des gens à qui on explique qu'on ne peut pas accorder des droits à des gens comme ça. C'est un peu le... Et les gens comme ça, ils évoluent au cours du temps. Il y a eu les terroristes, il y a le migrant. Qu'est-ce que sera la prochaine catégorie? On ne sait pas encore. On voit par exemple, on parlait des élections américaines, qui a aussi dans le discours aujourd'hui de dénommer, d'appeler beaucoup de gens des ennemis. Oui. Et le discours de dire que ces ennemis, ils vont devoir rendre des comptes prochainement. Donc c'est pour ça que cette revanche du politique, elle est assez inquiétante, et d'autant plus qu'elle est accompagnée de suffrages. Donc ça, c'est une vraie inquiétude, parce qu'elle se traduit, pendant longtemps ça a été des discours, mais de plus en plus elle tend à se traduire dans les textes, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Et parmi ce qui est critiqué, l'institution qui revient toujours, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Alors que ce soit en France ou à peu près dans tous les pays européens, ce serait, c'est le gouvernement des juges, à une puissance encore plus importante, qui veulent s'occuper de tout, et toujours on leur oppose le suffrage universel, la connaissance du peuple, et ce peuple qu'on ne connaît pas, on ne nous l'a jamais présenté, mais c'est un peuple qui ne voudrait pas avoir de protection, qui ne voudrait pas avoir de droits, et qui voudrait que des gens forts puissent faire ce qu'ils veulent. Moi j'en doute, qu'il y a tant de gens qui demandent ça. Mais en tout cas, et on va voir à la slide d'après sur la Cour européenne des droits de l'homme, un exemple qui est intéressant. France. Et pourtant, c'est le premier pays, alors démocratique, parce que pour les autres pays c'est encore un autre... mais c'est le premier pays démocratique, dès le début des années 2000, qui va commencer une guerre contre la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça commence par une histoire qui est assez... qui pourrait paraître anecdotique. C'est un individu en 2000 ou 2001 qui est condamné à perpétuité par la justice anglaise, et qui demande à pouvoir voter. Parce que dans la plupart des pays, je crois que sur le niveau du Conseil de l'Europe, c'est 35 ou 40 pays sur la cinquantaine, donc c'est assez normal, sauf quand vous êtes déchu de droits civiques, lui c'était pas le cas. Mais voilà, il demande à vouloir voter. Seulement c'est une loi anglaise très ancienne, qui interdit à toute personne qui est incarcérée de voter. Il va devant les tribunaux anglais, et les tribunaux anglais lui répondent que voilà, c'est la loi anglaise, et donc il ne pourra pas voter. Il saisit la Cour européenne des droits de l'homme. L'Angleterre explique que c'est une loi ancienne, que c'est une très vieille démocratie, l'Angleterre, que c'est... eux, ils sont encore plus forts que nous, j'ai envie de dire, parce que nous, on a 1789, mais eux, c'est la Grande Charte, et je crois que c'est 1600 quelque chose. Oui, alors, on peut faire une incise. Les références anglaises, c'est Locke et Hobbes.
si vous voulez, des références des textes, et sont les premiers à concevoir effectivement une forme de droit universel attaché à la personne. Et donc ils expliquent à la Cour européenne des droits de l'homme que c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme qui va lui apprendre ce que c'est la protection des citoyens et des droits de l'homme. Et donc elle dit, de toute façon, quoi que décidera la Cour, on ne l'appliquera pas. Alors évidemment, la grande chambre se réunit, c'est la chambre principale de la Cour européenne des droits de l'homme, et condamne l'Angleterre, évidemment. C'était un peu couru d'avance, puisque c'est un des principes de la Convention, que les gens peuvent voter, y compris quand ils sont incarcérés. Et en plus, elle demande, logiquement, à l'Angleterre de modifier sa loi. Et l'Angleterre, donc c'est en 2001, en 2014 ne l'a toujours pas fait. C'est un des plus longs contentieux de l'histoire de la Cour. Et en 2014, je crois qu'on voit la page d'après, j'oublie son nom tout d'un coup. Blair. Voilà. Un de ses premiers textes, il n'est pas encore au pouvoir, mais il sait qu'il va l'être bientôt, c'est un texte qui dit que l'Angleterre va sortir de ce système dans lequel les décisions de la Cour européenne s'imposent aux juridictions anglaises et au droit anglais. Ce texte n'aboutit pas tout de suite, mais ça reste quand même fou de se dire que le premier signataire, celui qui a tout fait pour que cette convention existe, le premier qui a permis les recours, devient le premier pays démocratique, hein, on ne va pas parler de la Russie ou de la Turquie, mais à dire, voilà, on va faire une loi qui sera dans notre droit national, qui dit que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas devant les juridictions anglaises et dans le droit anglais. Ils n'y arrivent pas en 2015. En 2019, Boris Johnson, ce grand démocrate et juriste anglais, le reprend pendant les élections en 2019, d'ailleurs qui gagne extrêmement largement. Je crois que c'est la plus grande victoire du Parti conservateur dans son histoire. Il n'arrive pas malgré tout à le faire aboutir parce que je pense que sa politique était un peu chaotique et donc il n'a pas pu faire aboutir grand-chose. Et à nouveau en 2022, quand un autre Premier ministre a cette idée assez saugrenue de dire que toutes les personnes qui rentreront de manière illégale sur le territoire anglais pour demander l'asile seront transférées au Rwanda pour que leur demande soit établie, et bien à nouveau en 2022, on ressort ce projet de loi qui sort l'Angleterre du système de protection de la Cour européenne des droits de l'homme. Et finalement, là, quand le nouveau travailliste est arrivé au pouvoir, Tom Kerr, je crois, il s'appelle, Thomas, je ne sais plus, en juillet, il a annoncé, lui, à nouveau, revirement, que non, l'Angleterre n'allait pas voter ce texte et que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme continueraient à s'appliquer en Angleterre. Mais on voit l'évolution, et c'est une évolution qu'on constate partout. En France, c'est venu plus tard, mais désormais, c'est assez courant qu'à la moindre décision de la Cour européenne des droits de l'homme, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces juges? D'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils viennent donner la leçon à la France, le pays des droits de l'homme, en plus ?» Et donc, j'ai montré juste quelques exemples à la page d'après, où on voit que c'est quelque chose... alors comme je disais, des pays comme la Turquie ont d'autres façons de faire. Ils utilisent l'état d'urgence pour suspendre donc les droits et sortir du contrôle de la Cour européenne. La Russie a décidé que désormais toutes les décisions de la Cour européenne sont soumises à des réserves. Donc il applique en gros ce qu'il a envie, ce qui est à peu près rien, objectivement. Donc, et alors c'est pas parce que j'habite en Suisse, mais j'ai trouvé intéressant quand même de citer cet exemple qui est quand même pas le pays le plus radical qu'on puisse imaginer, mais pourtant c'est un pays qui est fracturé sur cette question. En 2018, l'UDC, pour ceux qui connaissent un peu la Suisse, voilà, c'est le parti d'extrême droite xénophobe de ce pays, voilà, et qui donc a ce pouvoir assez facile en Suisse de déposer des initiatives et de faire voter les gens sur à peu près tout et n'importe quoi. Et en 2018, il lance une campagne qui est très relayée, où il y a beaucoup de discussions dans le pays, et l'intitulé de l'initiative, elle est assez claire, c'est dire le droit suisse au lieu des juges étrangers. Donc
voilà comment il présente à la population suisse la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une décision de juge étranger, et évidemment, en Suisse, on ne peut pas appliquer les décisions prises par des juges étrangers qui n'ont ni la sagesse et ni la connaissance des Suisses. Et j'ai pris une décision, parce qu'il y a eu une décision, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé en France, parce qu'on parle peu de ce qui se passe hors de chez nous. Mais pendant l'été, en fait, la Suisse a été condamnée pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une décision qui a fait pas mal de bruit en Suisse, parce que c'est une association de femmes qui décide de déposer une plainte contre la Suisse en lui disant que ses politiques de réduction de gaz à effet de serre ne sont pas suffisantes et que donc les températures continuent à augmenter en Suisse et que ça met en danger la population. Et donc ils portent plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. À la surprise de beaucoup, la Cour européenne des droits de l'homme se saisit du cas, considère que oui, une association est en droit de dénoncer l'inaction climatique. Et non seulement ça, ce qui déjà n'avait pas plu aux autorités suisses, mais condamne la Suisse. Il y avait deux arguments. Un, c'était sur la question du droit à la vie, en disant que donc, en n'ayant pas suffisamment fait des efforts pour réduire la température, ça mettait en danger la vie des citoyens suisses. Et l'autre, c'était sur le droit à la vie privée. Mais le droit à la vie privée, vu par la Cour européenne, enfin la Convention européenne des droits de l'homme, ça comprend aussi le droit à la santé. C'est un article fourre-tout, et donc la Cour condamne la Suisse sur l'article 8 et dit, comme on a déjà condamné la Suisse sur l'article 8, on ne va pas regarder s'il y a moyen de condamner la Suisse sur l'article 2, sur la protection du droit à la vie. Donc elle ne l'exclut pas, mais elle dit voilà, on ne va pas aller plus loin, puisque de toute façon ils ont été condamnés. Donc la Suisse, pas très contente, et donc voilà ce que le Conseil fédéral publie des communiqués de presse. Et voilà ce que dit la Suisse après cette décision. Le Conseil fédéral critique l'interprétation large de la Convention européenne faite par la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence ne doit pas conduire à une extension du champ d'application de la CEDH. Ce qui est en fait une aberration, parce que depuis que la Cour existe, son discours et son action, c'est de dire la Convention et les droits de l'homme de manière générale, c'est quelque chose de dynamique. Quand elle condamne la France en 2000 dans l'arrêt Selmouni, qui est la décision où la France est condamnée pour torture pour la première fois, les gouvernants français disent mais enfin comment on peut penser qu'en France on est... Parce qu'à l'époque on est les seuls avec la Turquie à avoir été condamnés pour torture, donc ça la fout mal quand même pour la France, pays des droits de l'homme. Et donc la Cour leur dit, parce que justement c'est un document évolutif, et ce que j'attends de la France n'est pas ce que j'attends de la Turquie. Et donc des traitements qui peut-être en Turquie ne seraient pas considérés comme la torture, mais en France, dans un pays avec les infrastructures qui sont celles qu'on a, avec la législation qui est celle qu'on a, et avec le côté démocratique, être traité comme cette personne a été traitée, c'est de la torture, et donc je condamne la France. Et je continuerai à demander toujours plus à tous les pays signataires, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toujours le meilleur pour les gens. Et même, on aurait pu plaider au titre de la Convention universelle des droits de l'homme, qui a incorporé les droits sociaux, des droits sociaux, dans les derniers articles, d'ailleurs, c'est après 21 ou 22, je cite de mémoire, sous d'ailleurs dans les droits sociaux, il y a les droits économiques notamment, hein, et il y a ces droits concrets sur des dispositions qui viennent d'être citées, hein, c'est-à-dire la protection des populations, le droit à la santé, qui est stipulé dans l'un des articles de la Convention universelle. Donc on aurait même pu se prévaloir de la Convention universelle. Alors ce qui est assez piquant de connaître, c'est que ces droits sociaux ont été incorporés sur proposition de la délégation soviétique au moment de la conception, sous la houlette d'Eleanor Roosevelt et de René Cassin, de l'élaboration de la Convention universelle des droits de l'homme. Donc même à ce titre, la Cour européenne était tout à fait fondée à interpréter
ces textes dans le sens de la Convention universelle. Et c'est donc un des combats aujourd'hui. De plus en plus, le monde politique, les dirigeants sont pour qu'on ait une conception très restrictive des droits de l'homme. Ils veulent pas, et on le voit, c'est un discours qu'on entend beaucoup, l'extension des droits, d'accorder de plus en plus de droits. C'est vraiment quelque chose qu'ils tentent d'éviter, alors que c'est la norme. À partir du moment où on ratifie un texte, on sait que c'est fait pour évoluer et qu'on va toujours vers le meilleur. Moi je me souviens, bon c'est anecdotique, mais à l'époque où je travaillais en Haïti, entre 2005 et 2010, on avait reçu une délégation de la Norvège. Et ils nous avaient montré des photos des prisons en Norvège. Et moi qui allais tous les jours dans des prisons en Haïti, c'est clair qu'on avait tous été sidérés. Parce qu'on avait l'impression de voir un hôtel, un Formule 1, c'est pas non plus... mais par rapport au mouroir que moi je visitais tous les jours, où dans une pièce comme ça on pouvait mettre 300 personnes, où il y avait quasiment jamais à manger, ça nous semblait dingue. Et pourtant cette délégation nous disait, bah voilà, on est en conflit en ce moment avec l'État parce que il y a des difficultés sur l'accès pour les familles à pouvoir visiter les gens. Et je me souviens avec un collègue, on se dit, enfin, ils sont cinglés dans ce... Mais en fait non, c'est eux qui ont raison. Dans ce domaine, et on le sait à la CAT, ça fait 50 ans qu'on le fait, on ne se satisfait pas de la première victoire. Hein, parce qu'on sait que ça peut aller encore plus loin et qu'on peut aller encore plus, parce que, et c'est ça aussi l'évolution des droits de l'homme, on l'a vu, il y a de plus en plus de groupes, de personnes qui avant n'apparaissaient pas et dont on découvre au fur et à mesure les souffrances, les difficultés, et donc il faut des nouvelles réponses face à ces nouveaux défis, et tous ceux qui sont pour figer, et encore plus ceux qui sont pour reculer, mais rien que le fait de vouloir figer, c'est aller à l'inverse de ce qu'est ce mouvement des droits de l'homme. Mais c'est vraiment une lutte aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est assez confortable de dire ah mais moi je suis vraiment le défenseur des droits, je suis toujours aux côtés des personnes qui sont condamnées à mort, ou j'ai envie de dire des femmes afghanes, ou les combats faciles comme ça permet comme ça de se donner une bonne image, mais de fermer la porte pour tous les autres. Et ça c'est quelque chose qui doit être combattu et dénoncé pour ce que c'est. Parce qu'en fait c'est refuser les droits à des gens qui pendant très souvent, je pense que la plupart des rédacteurs de la Déclaration universelle ou de la Convention européenne, il y a un certain nombre de populations qu'ils ne voyaient pas. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de les prendre en compte et qu'on ne se posait pas la question. C'est pour ça par exemple qu'on a adopté la Convention sur le droit des enfants. Parce que quand on a fait la déclaration et les pactes, on pensait que ça suffisait à protéger tout le monde. Mais on s'est rendu compte que pour les enfants, ça ne suffisait pas. C'est pour ça que sur la torture, on a essayé de faire une convention particulière. Parce que pareil, une protection globale ne suffisait pas à répondre à la spécificité, à la violence de ce... Et de plus en plus, il y a ces choses. Il y a des discussions sur les peuples autochtones, sur plein de questions, aussi sur la protection des femmes. Oui, le droit des femmes mariées, par exemple, est sorti à cette occasion. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester attentif aux nouvelles souffrances, aux nouvelles revendications. On a souvent tendance, voilà, c'est les exemples en ce moment qui sautent aux yeux, où on veut leur opposer les textes ne disaient pas ça. En fait, les textes le disaient. À partir du moment où on dit que personne ne doit souffrir dans une société, et ben ça inclut. C'est pas parce qu'on les a pas vus avant, qu'on n'y a pas pensé avant, que c'est pas aussi important. C'est vrai que ça demande souvent réflexion pour adapter les textes, mais c'est vers ça qu'on doit aller. Pas de se refermer sur ce qui a toujours été le statu quo, dont beaucoup de gens ont souffert pendant longtemps. On l'a, je pense, pas mal oublié. Moi je sais, quand j'ai commencé à travailler dans les droits de l'homme au début des années 2000, il y a beaucoup de ces questions dont on ne parlait pas encore. Les droits de l'homme, c'était les gens emprisonnés, c'était les gens torturés, c'était les conflits armés,
Par contre, on regardait peu de ce que les enfants souffraient, les femmes souffraient, les personnes pour leur orientation sexuelle. Et à l'époque, je me souviens, je faisais des présentations sur ce qu'on appelait à l'époque les droits de la 3e génération, le climat, ce genre de choses. Même quand je le disais, enfin, je n'y croyais pas une seconde que c'était quelque chose d'important. Je disais ça à la fin, parce que ça faisait partie d'une présentation standard. Je disais, voilà, il y a les droits, et puis j'en citais 2-3 comme ça, mais sans être conscience, en fait, à quel point c'était crucial, et à quel point c'était, en fait, le nouveau combat qui allait être le nôtre, et qui est le cas aujourd'hui, quoi. Oui. Qui Orange a d'ailleurs modifié, il parle des droits humains. Après, il y a eu ce... Voilà. Moi, justement, comme je fais partie de la vieille école, j'ai ce travers, hein, qui est souvent dénoncé, de dire droits de l'homme plutôt que droits humains. J'en suis conscient. J'en suis pas fier, hein, mais c'est lié... c'est une erreur historique que je représente aujourd'hui. Mis à part une chose, par exemple, les rédacteurs, faut voir quel était le langage de l'époque. Les rédacteurs, par exemple, du préambule de 89, pour eux, l'homme, c'était l'espèce humaine. Bien sûr, oui. C'était pas la différenciation genrée. Oui, 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 oui. Donc, c'est toujours... Alors, après, la génération suivante s'empare des textes, mais exclut les conditions dans lesquelles étaient forgés les mots qu'on utilisait pour décrire. Mais on doit quand même justement être attentif, oui, 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 tout à fait, aux nouvelles façons de voir les choses, et pas les balayer en disant c'était comme ça et donc ça va rester comme ça. Il faut nous aussi régulièrement nous remettre en cause et réfléchir. C'est plus pertinent, ouais, d'ailleurs. Hein. Donc on essaye, on n'arrête pas toujours, mais on essaye. On va passer à celle d'après. Donc ça, c'est cette question de l'ennemi intérieur, donc, que j'ai un peu évoqué avant, justement rappeler. Donc cette question du terroriste, ce que ça a et pour moi c'est ce que représente le 11 septembre, c'est de voir un État qui en plus a la première puissance, se veut aussi la première démocratie, et qui va en fait tout faire pour éviter sa propre législation. Moi je trouve ça quand même assez sidérant. Donc va chercher des lieux où la loi américaine ne s'applique pas, va confier à des services secrets qui pratiquent la torture des détenus pour ne pas être eux poursuivis, mais être quand même dans la salle et écouter et noter ce que disent ces gens sous la torture des services spéciaux d'Égypte, parce qu'ils ont trimballé les gens comme ça à travers le monde. Ça reste une sorte de césure où tout d'un coup, voilà, en plus le pays qui a quand même le système, je pense, juridique le plus élaboré au monde, c'est tellement des arguments et des contre-arguments, et il y a une telle façon de tout judiciariser, d'être extrêmement précis sur les mots, sur les textes, sur tout. Et bien ce pays-là, qui a cette Cour suprême qui avant, c'est plus le cas aujourd'hui, mais était l'organe le plus respecté du pays, et ben ce pays-là décide, face à une attaque d'envergure, genre c'est pas non plus, les États-Unis n'ont pas été détruits le 11 septembre, il s'est passé quelque chose de grave, mais malgré tout, et en quelques jours, hein, parce que les attentats c'est le 11, et le président George Bush signe un décret le 17 septembre qui demande à la CIA et qui lui donne tous les pouvoirs pour arrêter, détenir et interroger tous les individus qui auraient participé ou qui ont permis l'organisation des attentats. Donc en 5 jours, ils décident, et c'est leur premier réflexe, de balancer 50 ans d'évolution juridique, toutes les conventions qu'ils ont fait adopter, c'est comme les États-Unis qui ont financé l'ordre mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart des agences des Nations Unies sont financées par les États-Unis, et qui, voilà, en 5 jours, décident de tout balancer parce qu'il s'est passé ça. Et depuis, on est toujours dans cette ère où, devant chaque remise en question, devant chaque attaque, comme je le disais, qui ne sont pas comparables à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais malgré tout, le réflexe, c'est de dire
nos droits sont trop protecteurs, les gens abusent des droits, et donc, soit on les retire, soit on s'organise pour que ces gens ne puissent pas en bénéficier. Et on le fait tous. La France aussi, après 2015, on a adopté un certain nombre de mesures qui auraient, je pense, été inconcevables 10 ans auparavant. Et ça continue. Et les mesures... parce que, et c'est ce que je mets par rapport à cette spécificité du terrorisme, c'est qu'on ne juge plus des actes, on juge la possibilité, le soupçon, que peut-être un jour cette personne pourrait faire quelque chose. La potentialité. Et une fois qu'elle a purgé sa peine, on a ces discussions aujourd'hui, puisqu'il y a 300, 400 personnes qui doivent bientôt sortir, qui ont été condamnées ces dernières années pour des actes de terrorisme, qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils sortaient? Et donc on essaye de tout faire pour les empêcher de sortir. Donc on arrête des gens sur la base d'un soupçon, avant qu'ils aient pu faire quelque chose. On les détient très longtemps par rapport à ce qu'on leur reproche. Et puis au moment où ils sortent, on se dit mais comment on va s'assurer qu'ils ne vont pas vraiment sortir? Parce que peut-être qu'ils vont faire quelque chose qu'ils n'avaient déjà pas fait avant, mais que peut-être, mine de rien, même 20 ans après, peut-être que c'est encore ça qu'ils ont dans la tête et qu'ils vont faire. Et ce basculement qui est contraire à tous nos droits et à toute notre façon d'organiser le droit pénal et la politique pénale, sur cette question-là, elle est relativement admise par la majorité des gens. Il y a très peu de gens qui se plaignent des mesures exceptionnelles qui sont prises pour le terrorisme. Par exemple, les conditions de détention de Salah Abdeslam, il n'y a pas grand monde qui les a dénoncées. Nous y compris. Hein. On n'a pas, enfin je dis nous, la CAT, j'y travaille plus, mais je l'ai fait pendant longtemps. C'est pas des sujets sur lesquels on va publier un rapport ou je pense faire un appel du mois, objectivement. J'ai envie de dire, c'est naturel, c'est comme ça, mais ça demande cette tempête sur les droits de l'homme. Il faut aussi s'interroger sur l'influence que ça a, ce genre de choses. Quand, y compris nous qui sommes des militants, on se sent mal à l'aise à descendre dans la rue pour dire, quand il était incarcéré en 2016, il était seul dans une prison, éclairé 24 heures sur 24, avec des barreaux sans fenêtre, sans accès à la lumière, sans possibilité de sortir, impossibilité de parler à qui que ce soit. Dès qu'il se déplaçait dans la prison, toute l'aile était évacuée. Les gens de sa famille qui venaient voir, ils ne pouvaient pas les toucher. Il y avait toujours au moins 2 vitres de séparation entre lui et eux. Quand il allait faire du sport, c'était dans une prison qui était à côté de la sienne pour qu'il ne puisse croiser personne. La prison d'à côté de lui, c'était des gardiens qui étaient présents 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'il était toujours présent et qu'il ne se passait rien. N'importe où ailleurs, ça aurait été considéré comme de la torture. On dénonce de nombreux cas dans différents pays, la Chine par exemple et d'autres, où le régime il est quand même assez similaire à ce que je viens de décrire. On a l'obligation normalement de pouvoir continuer à avoir des activités, de pouvoir parler avec des gens, de pouvoir ne serait-ce que voir la lumière du jour. Alors finalement il y a eu une décision d'un tribunal administratif et on a permis qu'il puisse voir la lumière du jour et on lui a permis de sortir 1 heure, mais en fait c'est dans la cellule d'à côté où on a installé, je crois à l'époque, un rameur et puis un vélo d'appartement. Ça n'a pas fait beaucoup de débats dans notre société et pas beaucoup d'ONG se sont lancés sur ce... Certains ont même dit qu'en fait c'était scandaleux qu'il ait toute cette place pour lui tout seul. On a plus entendu ça. Ouais. Donc voilà, moi j'ai pas la solution, mais on doit aussi des fois réfléchir à ce genre de choses. Se mettre un peu... Et sur le migrant, bon, voilà, je développe pas trop parce que la CAT est assez, on est tous assez impliqués sur cette question-là, mais ça a été ce même mouvement, c'est-à-dire de dire ces gens qu'on voit arriver, en fait la plupart, ce qu'ils racontent c'est pas vrai, c'est pour ça qu'il n'y a que 20 ou 30% d'acceptation, et donc c'est comme une roue qui tourne. C'est-à-dire qu'on dit comme il y a 20 ou 30% d'acceptation de positifs, on se dit ça veut dire que 70% de ceux qui arrivent racontent n'importe quoi.
Et donc on fait encore plus de mesures restrictives, puisque la grande majorité raconte n'importe quoi. Et ben pourquoi est-ce qu'on les laisserait rentrer, puisqu'on sait que la plupart, plus de la moitié, racontent n'importe quoi. Alors c'est pas ce que je pense, hein, mais c'est ce qui est dit. Et donc c'est comme ça que petit à petit, et c'est pour ça qu'en 2022 on essayait de un peu sonner l'alarme, parce que c'est comme ça que, officiellement en France, il y a toujours le droit d'asile continue à s'appliquer, la France est signataire de la Convention, mais dans les faits, si vous arrivez de manière irrégulière, on va vous placer en procédure accélérée, et donc vous n'aurez plus accès à toutes les protections qui sont les vôtres. Si vous refusez de donner vos empreintes, on va vous passer en procédure accélérée, quel que soit votre récit. Donc tout est fait avant les exceptions. Je crois en 2015, par la précédente, mais une des précédentes lois, il y avait 3 motifs pour placer quelqu'un en procédure accélérée. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 15 ou 18. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, on rajoute tout est fait et tout est géré par le ministère de l'Intérieur. C'est les préfectures aujourd'hui qui décident. Avant de rencontrer l'OFPRA, il faut avoir passé tous ces obstacles où on vous supprime la plupart des droits qui sont les vôtres. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez accepté aujourd'hui. Je pense, alors pas par les militants de la CAT, mais cette vision que l'immense majorité des gens qui arrivent en France, et que le fait d'arriver de manière irrégulière déjà est un soupçon sur le fait que votre récit ne tient pas debout. Parce que les gens pensent, alors je ne sais pas pourquoi, mais que si ce que vous dites est vrai, on vous aurait sûrement donné un visa humanitaire ou quelque chose avant, et donc ça se serait bien passé. On dit souvent aux gens, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés déposer une demande d'asile à l'ambassade de France? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les ambassades de France, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est pas vraiment les lieux où on arrive comme ça, en disant bonjour, voilà, je voudrais déposer une demande d'asile. C'est barricadé, il faut 3 mois pour avoir le premier rendez-vous, et si vous n'avez pas tous les papiers d'avance, et que vous dites moi, non, j'ai amené aucun papier avec moi parce que je viens pour déposer une demande d'asile, ça va pas bien se passer, quoi. C'est un leurre. Mais voilà, c'est un discours qui a infusé depuis des années. Et pareil, on a accepté avec le temps que ce qui était avant, il y a encore longtemps, le droit à l'asile, c'était géré par le ministère des Affaires étrangères. Et puis on l'a passé au ministère de l'Intérieur. Ça a fait un peu des polémiques, je crois que c'était au début des années 2000 ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, plus personne ne se souvient. Aujourd'hui, si la CAT sortait un communiqué de presse la semaine prochaine en demandant que le ministère des Affaires étrangères gère les questions d'asile, les gens diraient mais d'où ça sort cette chose-là? Alors que ce serait la logique. Comme le fait que depuis 20 ans, toutes les lois sont les lois asile et immigration. Alors que ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un domaine de l'immigration qui dépend d'une politique administrative que décide l'État. L'asile, c'est une protection internationale qui est liée à une convention à laquelle la France a adhéré, et donc ça s'applique à partir du moment où on arrive sur le territoire français et qu'on a la qualité de réfugié, on se la voit accorder. C'est l'autre côté un peu extraordinaire du droit d'asile, c'est un droit déclaratif. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites moi je suis un réfugié. Après, l'Ukraine c'est encore autre chose, ça c'est la protection temporaire. Mais le droit d'asile, et c'est pour ça qu'il est combattu. Parce que ce côté déclaratif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous venez, vous dites moi je suis un réfugié. Donc on vous accorde les droits du réfugié. C'est pour ça qu'on donne un permis de séjour et l'accès aux soins et autres. Et après l'État, il y a quand même ce pouvoir, c'est de vérifier si effectivement vous êtes un réfugié. Mais on commence normalement par vous accorder la protection. Et puis si on voit qu'à la finale, vous n'arrivez pas à démontrer que vous êtes effectivement un réfugié, on va refuser et vous pourrez suivre une autre procédure. Mais ce côté déclaratif et ce premier pas, il a été justement enlevé en transférant du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur et en faisant qu'avant de rencontrer l'OFPRA, on passe par la préfecture qui, elle, va en fait tout rechercher pour vous placer en gros en procédure accélérée. Par où vous êtes passé, alors pourquoi vous n'avez pas déposé l'asile avant, vos empreintes, ce que vous affirmez,
tout ce que vous cachez, vous vous donnez l'impression de cacher, vous êtes venu de manière régulière, comment vous êtes arrivé ici, et si vous n'avez pas des réponses qui satisfont, hop, on vous met en procédure accélérée. Ce qui veut dire qu'on va étudier votre demande en 15 jours. Et que pour quelqu'un, d'autant plus que les parcours sont difficiles, être en mesure de monter un dossier dans une langue qu'en général il ne parle pas, dans un système qu'ils ne comprennent pas, quelle que soit en fait la véracité du parcours que vous avez suivi et connu, et des persécutions que vous avez connues, mais la Convention ne demande pas que vous ayez été persécuté. La Convention demande s'il y a des risques que vous soyez persécuté si vous restiez dans votre pays. C'est aussi une différence. Aujourd'hui, la notion de risque, elle a disparu dans l'examen. Si vous n'avez pas été persécuté, si vous n'avez pas été torturé, on va vous dire, bah, c'est que tout va bien en fait. Pourquoi vous n'avez pas simplement déménagé ou attendu que ça se passe? Donc voilà, c'est tous ces abandons qui ont fait que bah, aujourd'hui, en 2024, le droit d'asile est une exception, c'est un privilège qu'on accorde à certains et pas à d'autres. Et on peut craindre, je ne sais pas quelles seront les prochaines lois, mais je doute qu'elles aillent dans le sens d'une lecture plus bienveillante de ce texte. Oui? Je ne sais pas s'il y a des personnes là, qui ont vu le film Suleiman. Non, j'en ai entendu parler, mais je n'avais pas vu. Ça retrace bien tout ce que vous dites là. C'est un film qu'on peut aller voir pour comprendre vraiment mieux ce système qui est vraiment dur. Ouais. Parce que c'est un système qui cherche à exclure en fait. Alors que normalement, on devrait chercher quels sont les besoins de protection de la personne, mais c'est plus du tout le... Parce que c'est une vision policière, administrative, et puis une anomalie. Et toujours en utilisant cet argument que comme la majorité ne l'obtient pas à la fin, c'est pas parce que le système ne fonctionne pas ou permet pas aux gens de pouvoir présenter de manière sereine leur récit, mais c'est parce qu'ils mentent, forcément. Donc voilà, on en est là et... Ouais. À Grenoble, la préfecture est fermée depuis des mois. Donc c'est la Croix et la Bannière. Là, il y a un jeune que je connais. On vient de lui accorder pour 2 mois de rester. Il faut qu'il refasse sa demande au mois de décembre. Il faudra qu'il arrive à obtenir un rendez-vous. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui dure... Il ne peut pas travailler. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose de plus large, mais ce que vous venez de dire des affaires étrangères, la passation entre affaires étrangères et intérieures, m'a fait penser au laminage du ministère des Affaires étrangères depuis 2 décennies. Moi, je l'ai vécu dans mon travail, et effectivement, c'est insidieux pour le citoyen. Alors là, ça ne se voit pas. C'est dans les textes officiels, hein, tout peut se retrouver dans le JO, et ça correspond aussi, je pensais, ce millefeuille législatif de plus en plus compliqué favorise la simplification d'un discours politique en face, mais l'affaiblissement administratif de certains organes fondamentaux de notre pays, comme ce ministère, ça me fait penser à ce qui va se passer aux États-Unis, ce qui risque de se passer aux États-Unis, en plus petit, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait plus que de la diplomatie économique, etc. Et là, effectivement, on se retrouve très démunis. Mais le désarroi, après je vous laisse, excusez-moi du bavard. Moi, je l'ai vécu, j'étais à Paris en novembre 2015, et effectivement, la peur, le désarroi, quand vous avez des collègues qui sont plus là le lendemain matin, et que, bien, miraculeusement, ils ne sont pas sortis à l'endroit où il ne fallait pas être. Oui, l'être humain, là, est perméable à des tas de pensées terribles. Et j'en ai moi-même. Donc, là, c'est la part du chrétien, faire attention. Alors, on peut rajouter une chose, c'est la définition maintenant des diplomates qui a changé, puisque... Voilà. C'est-à-dire... On a sorti la grande tradition de la culture diplomatique pour permettre des accès généralisés. Et les accès généralisés, ça, c'est la porte ouverte à des nominations. Certes, les diplomates, c'est des nominations politiques, on ne va pas dire le contraire, mais qui s'incluaient dans une tradition professionnelle qui était protectrice. Là, de haute qualité en France.
en plus qui était de très haute qualité. Donc là, on n'est plus du tout dans ce cas-là, et ce que tu dis est tout à fait exact. On a assisté à un démantèlement, on peut dire, du Quai d'Orsay. Il n'y a qu'à voir qui est nommé ministre des Affaires étrangères actuellement, pour en être convaincu. Alors, on va avancer, je pense. Et voilà, alors maintenant, on va aborder les questions plus difficiles, mais qui, je pense, doivent nous amener à nous interroger pour justement, sur cette base, après voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, moi, j'ai vu les principales faiblesses. La première, c'est l'irruption des nouveaux acteurs comme auteurs de violations. Dans ces nouveaux acteurs, les deux principaux que moi j'ai identifiés, c'est les acteurs du monde économique, qui sont de plus en plus présents et qui ont un impact important sur le respect des droits et la possibilité d'avoir des violations. Et puis les entreprises de la technologie. Alors j'ai pris un terme exprès vague, je pense qu'on voit tous de quoi on parle. Et le deuxième point qui est vraiment lié aux droits de l'homme et que moi je trouve qui est une vraie difficulté, c'est ce que j'ai mis, c'est l'ère des vérités alternatives. C'est le fait, en insistant sur cette particularité, alors on va la voir peut-être plus en détail après, mais les droits de l'homme, vraiment, le travail de dénonciation qu'on fait, que la CAT fait tous les mois avec les appels du mois, les appels à mobilisation, on fait justement attention à ça, c'est que le contenu soit irréprochable. Qu'on ne puisse pas dire ben non mais ça c'est pas exactement comme ça, ou ça c'est pas vrai, parce qu'en fait la seule force que peuvent opposer les militants des droits de l'homme ou ceux qui travaillent dans la documentation des droits de l'homme face aux États, aux responsables de forces de sécurité et autres, c'est la véracité de ce qu'ils ont relevé. C'est présenter quelque chose et dire voilà ce qui s'est vraiment passé. Vous racontez ci ou ça, mais nous on a enquêté longtemps et voilà ce qu'on a trouvé. Et donc répondez là-dessus. Ne dites plus ceci, cela, mais répondez sur ce que nous on vient de... Et justement ça pose la question, quand on est comme aujourd'hui dans un monde où il y a tellement de vérité que c'est devenu une opinion, c'est extrêmement difficile, et c'est une des difficultés je pense pour lesquelles on a de plus en plus de mal à être entendu. C'est qu'aujourd'hui quand on sort un rapport ou qu'on dénonce un incident grave ou les persécutions d'une personne, tout de suite les gens vont dire ouais mais il y a autre chose. Ou s'il s'est passé ça, c'est que clairement il y avait autre chose derrière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, que soit lui, soit moi par exemple qui va être celui qui dénonce, moi je cherche quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Travail pour quelqu'un. Voilà, et donc on n'arrive plus à passer à ces nouveaux acteurs. Ouais, on peut aller. Ouais. Alors, justement, cette question des nouveaux acteurs, en fait, c'est vraiment une difficulté parce que historiquement, les droits de l'homme, en fait, c'est bon, on le sait, c'est des règles juridiques et qui ont été créées pour protéger les individus, les groupes contre les actions de l'État. Donc ça fait qu'il y a toute une construction juridique qui est assez simple. Seulement, je pense qu'on ne l'avait pas vu justement au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où ce n'était pas des choses qui étaient encore apparues. C'est qu'avec le temps, les acteurs et les responsables des violations, il y a des nouveaux qui sont arrivés. On n'avait pas forcément vu la première remise en cause. Ça a été ce qu'on a appelé les acteurs non étatiques. Donc c'est les groupes armés, c'est les guerres civiles, c'est les choses comme ça qui sont apparues assez rapidement et pendant lesquelles les populations civiles étaient souvent ciblées de manière presque exclusive. Il y a beaucoup de conflits ces dernières décennies où, quand on regarde le nombre de morts militaires, il est assez faible. Moi je travaillais dans l'est de la RDC où il y a beaucoup de morts. Autant on avait souvent 50, 100, 200, 500 civils tués.
Et puis quand on regardait le bilan militaire, il y avait 2 ou 3 morts. Donc les batailles, entre guillemets, c'était entrer quelque part dans un village qu'on assimile au groupe, soit au groupe avec lequel on combat, soit à l'état dans lequel on combat, et on tue tout le monde pour leur faire payer d'avoir soutenu le mauvais camp. Et puis, voyant ça, le groupe armé ou l'armée locale se dit, bon, ils nous ont fait ça, on connaît un village où il y a des gens de la même ethnie, du même groupe que ceux qui ont fait ça, et on va attaquer ce village et puis on va tuer tout le monde. Mais dans les faits, les groupes en eux-mêmes, très rarement, s'affrontent. Parce que je pense qu'ils n'y ont pas intérêt. Parce que c'est aussi pour ça que ces conflits durent et qu'ils ont, je pense, plus d'intérêt économique que d'intérêt politique. Et donc voilà, ça a été une évolution. Et pareil, qu'est-ce qu'on fait face à des groupes qui n'ont pas signé les conventions, qui ne sont pas responsables devant la communauté des États. Donc petit à petit, les droits de l'homme et le droit humanitaire se sont adaptés, notamment, je le mets avec les notions de l'autorité de fait, c'est-à-dire de dire vous n'êtes peut-être pas l'État, mais puisque c'est vous qui faites la loi dans cette zone, tout ce qui se passera dans cette zone, c'est de votre faute. Et on vous le reprochera, et vous serez poursuivi sur cette base. Ça, c'est ce qu'a fait le droit humanitaire. Et puis les droits de l'homme, à un moment, on a décidé de distinguer, alors on ne le fait pas toujours, rarement, mais voilà, entre les violations des droits de l'homme, qui sont celles qui sont commises par des agents étatiques, et puis les abus qui sont commis par des groupes armés. Après, aujourd'hui, il y a tellement de violations commises par les groupes qu'on utilise violation, mais voilà, c'est devenu moins, je pense, pertinent aujourd'hui. Mais ça a été une réponse qu'on a fait pour aussi responsabiliser ces groupes et pouvoir les poursuivre. Donc aujourd'hui, voilà, on est assez habitué à ça. Mais ce qui est nouveau et ce qui est aujourd'hui, on n'a pas la réponse sur comment on peut faire pour responsabiliser, poursuivre et condamner, si on constate qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé, les acteurs économiques. Alors comme je le mets, il y a aussi une difficulté, c'est que beaucoup de ces acteurs économiques, ils sont extrêmement puissants, beaucoup plus justement qu'un petit groupe armé de la forêt congolaise ou de je sais quelle zone du monde. Là, on fait face à des groupes qui souvent sont même plus puissants que l'État dans lequel ils se trouvent. Et on n'a pas encore la réponse. On n'a pas encore de... Alors il y a des tentatives de poursuite, mais c'est souvent plus des poursuites en réparation, c'est-à-dire leur demander de payer pour ce qui s'est passé, mais des responsabilités pénales pour ce type de groupe, on est encore très loin. Donc on espère que ça va évoluer, mais c'est une vraie difficulté qu'on va voir à la page d'après. Et le domaine où c'est particulièrement grave et inquiétant, c'est celui pour toutes les personnes qui militent justement pour la question climatique, dont on parlait tout à l'heure. Les défenseurs du climat, c'est les principales victimes d'agressions et de meurtres dans le monde aujourd'hui. Il y a une ONG qui s'appelle Global Witness. Bon, déjà en 2000, on va rentabiliser notre investissement. Donc il faut qu'on reste. On ne peut pas abandonner 900 millions d'investissements sous prétexte qu'il y a des fous furieux qui tuent tout le monde autour de nous. Ce serait quand même dommage de perdre autant d'argent pour des raisons comme ça. Et donc Lafarge décide de négocier avec les groupes armés de la zone, dont l'État islamique, à qui ils vont verser en tout 13 millions d'euros pour pouvoir continuer des livraisons, acheter les matières premières, vendre son ciment, passer au checkpoint géré par les groupes armés et continuer à opérer sans difficulté pendant 2 ans. Après 2 ans, bon, ils ont été attaqués par l'État islamique qui a tout détruit. Là, évidemment, ils sont partis, ils n'avaient plus vraiment le choix. Et donc, on aurait pu penser que ça en resterait là parce que c'était pas la première fois. Moi, je me souviens, au début des années 2000, il y avait Total en Birmanie qui avait participé et qui utilisait des gens qui étaient des prisonniers victimes de travail forcé et qui travaillaient sur les sites miniers de Total. Il y a d'ailleurs un rapport de 2005 de Kouchner mettant en avant les actions de Total qui a créé des écoles dans la zone, voilà, et disant donc, c'est peut-être la date à partir de laquelle cette personne a commencé à basculer d'un ravin dont il ne s'est jamais relevé.
Mais voilà, des choses comme ça n'étaient pas nouvelles, et pas de chance pour eux, on le voit à la page d'après. Vous avez su qu'il avait donné 13 000, je suis curieux. 13 millions. Hein. 13 millions. Oui. Bah, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Ah oui, on a pu savoir. Ouais. Parce que, et c'est souvent comme ça que, enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'est tombé Al Capone, et c'est comme ça que beaucoup de, c'est l'argent, il y a toujours des traces. Ça se trace. Voilà. Moi, par exemple, j'ai travaillé au tribunal pour l'ex-Yougoslavie en 2000, 2002, 2003. J'ai travaillé sur un dossier où on traçait les virements qui étaient menés, qui partaient de la Serbie, comment s'appelle, la capitale de la Serbie, ça m'échappe. La capitale de la Serbie. Voilà. Et on voyait l'argent, il quittait la banque centrale à Belgrade, il passait par Chypre, il revenait en Croatie, il entrait en République Bosnie, et il y avait un petit papier signé de la main du chef de la milice, c'était écrit milice avec la somme, et on avait pu démontrer, voilà, donc c'était le lundi, et ben le mardi il y avait une attaque dans le village d'à côté. Donc c'est pour ça, l'argent, comme personne ne fait confiance à personne, il y a toujours un truc qui signe à un moment ou à un autre, et c'est comme ça que... Et donc pas de chance pour eux. Il y a une ONG, Sherpa, et puis une ONG internationale, le Centre européen pour les droits, qui dépose une plainte avec d'anciens employés de Lafarge. Et, grande surprise, après de longues batailles, et ben Lafarge est la première entreprise dans le monde poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité pour ce qu'elle a fait dans ce pays. Donc ça, c'est pour les entreprises... Je peux rajouter une chose, c'est que la CFDT, en interne, effectivement, a mené aussi le combat. Puisque dans la revue de CFDT Magazine, le cas Lafarge, ça dépendait de la fédération où moi j'étais syndicat, Fédération Construction Bois, a porté le combat interne contre les abus de Lafarge. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est pour les entreprises traditionnelles, le monde traditionnel. Et l'autre acteur qui a fait irruption et qui là vraiment a des conséquences encore plus graves, c'est les entreprises de la technologie. Et en fait, le moment charnière, c'est 2018. En 2018, il y a un rapport d'une commission d'enquête des Nations Unies sur ce qui s'est passé au Sri Lanka. Sri Lanka, qu'est-ce que je dis? Non, au Myanmar, pardon, je me suis trompé. En Birmanie, quoi, sur les Rohingyas, qui publie un rapport. Et dans le rapport, moi je me souviens quand c'est sorti, ça m'a vraiment surpris. Ça indique que Facebook a été un instrument utile pour ceux qui cherchent à propager la haine, dans un contexte où pour la plupart des utilisateurs, c'était le cas en Birmanie à l'époque, tout le monde est sur Internet. Et le seul site que les gens consultent, c'est Facebook. Et donc, ça a été utilisé pour répandre la haine et aussi pour mener des attaques. Et il dit, à chaque fois que Facebook a été sollicité, par exemple de supprimer un message qui disait, il y avait un message qui disait, voilà, il y a une femme qui a été violée par des Rohingyas dans telle ville, il faut aller voir ce qui se passe. Les autorités disaient, voilà, il faudrait faire supprimer ce message, Facebook ne le faisait pas. Ou alors 2 mois après, quand le village avait été déjà attaqué. Et donc c'est la première fois que dans un document d'enquête internationale, on cite Facebook comme un outil qui a servi à des massacres et d'une telle ampleur qu'aujourd'hui on sait que c'est un génocide qui s'est produit là-bas. Et donc on voit à la page d'après la suite de ça. En 2022, donc Amnesty lui fait un rapport précis sur le rôle de Facebook, et l'exemple que je donnais c'est tiré de leur rapport. Et donc on voit comment, de manière consciente, en étant informé, Facebook a maintenu les messages, parce qu'en fait ce type de messages c'était les plus relayés, et plus c'est relayé, plus les gens passent du temps sur Facebook, et plus ils passent sur Facebook, plus on leur présente des pubs, et plus Facebook se fait de l'argent. Et donc, ça dévoile aussi pour la première fois le rôle des algorithmes dans les déclenchements des violences. Parce que Facebook dit, non mais nous on n'y est pour rien, c'est parce qu'on était dans un contexte comme ça, c'est pas parce que nous on était là, mais c'est parce qu'il y avait cette violence qui a déclenché. Mais non, en fait cette violence, elle n'aurait sûrement pas atteint ce qu'elle a atteint, et beaucoup de gens seraient sûrement encore vivants aujourd'hui s'ils n'avaient pas été désignés sur Facebook
et si ces messages n'avaient pas été relayés, et si ceux qui cherchaient ce type de message s'étaient pas vus proposer encore plus de messages comme ça, parce qu'ils commencent à les suivre, parce que c'est ça les algorithmes. Si vous réagissez quand on dit voilà on va aller tuer des Rohingyas, tous les messages qui ont comme message on tue des Rohingyas, ils vont apparaître en premier sur votre site. Donc ce rôle, c'est révélé pour la première fois comme ça en 2018. Les gens ont essayé de poursuivre Facebook, ça n'a pas abouti. On le voit après, il y a eu des poursuites équivalentes contre Twitter. Des gens ont reproché à Twitter, vous êtes utilisé par des groupes terroristes, par des groupes qui attaquent les populations, vous le savez mais vous ne les enlevez pas, toujours pour la même raison, parce que ça attire du réseau. On vous tient pour responsable. La Cour suprême américaine a rejeté en disant, et c'est un des mots du président de la Cour à l'époque, on ne peut pas leur reprocher, c'est comme si on reprochait à une entreprise de téléphone d'avoir utilisé par des gens qui se sont appelés avant de commettre un meurtre. Pour la Cour suprême, c'est comme ça qu'il faut voir le rôle de ces groupes-là. Alors qu'on sait tous que c'est complètement différent, et comme ça a été montré sur les algorithmes, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une façon de fonctionner qui sert à ça, qui a servi, qui a tué des gens, et qui continue à le faire dans beaucoup d'autres endroits. Parce qu'on parle souvent évidemment des élections, mais là on parle de choses extrêmement graves, de centaines de milliers de victimes, de génocide. Il y a eu pareil en Éthiopie 2-3 ans après, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause du fonctionnement de Facebook, il n'y a pas de volonté de se retirer de pays où il se passe ce genre de choses, ou d'intervenir quand un phénomène comme ça parce que c'est trop d'argent. Parce que ces pays-là, à l'époque, le Myanmar, c'est un pays, vous vous souvenez, qui était en pleine dictature. C'est la première fois que les gens avaient accès à Internet. Et pour les entreprises comme Facebook, c'était une mine d'or. C'était un marché à conquérir vierge. Des gens qui n'ont jamais eu Internet avant. Et tout le monde était sur Facebook. Donc voilà le danger qu'on a tendance à négliger de ces entreprises et pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Oui. Une question, en fait. Donc, parce que si je résume, Facebook, Twitter, X, Google, ils s'assoient bien dessus sur les lois. Ça fait presque, je vais le faire un peu provoquant, mais ça ne se peut pas. Hein. Ça fait presque passer Telegram quand finalement il accepte de donner les coordonnées des méchants pour un saint, c'est ça? Non, mais la différence, c'est que ce que recherchent ceux qui utilisent, à l'inverse de ceux de Telegram qui recherchent de se cacher pour pas qu'on sache ce qu'ils font, ces groupes-là, ce qu'ils veulent, c'est que le plus de gens possible le voient. Et donc c'est pour ça que c'est plus ces sites-là qui sont utilisés et que les dommages sont beaucoup plus grands. Parce que ça entraîne toute une population, ce que ferait pas Telegram. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont beaucoup mieux. On va avancer pour que comme ça après on... Oui, j'avais vu. Je pense que juste on va passer les slides parce que je voudrais vous présenter les deux personnes dont je voulais parler. Donc on va avancer parce que c'est juste un exemple de choses que j'ai déjà. Mais voilà, le désarroi des défenseurs. On a 10 minutes pour. Oui. Voilà. Ça m'a semblé intéressant, c'est parce que j'en avais parlé au début, des difficultés auxquelles tout le monde qui travaille, qui milite, qui défend ces questions-là est confronté et comment on réagit à ces choses-là. Et j'ai choisi deux personnes moi j'ai beaucoup suivi quand il leur est arrivé ce qui est arrivé et je pense que c'est vraiment représentatif des tiraillements et des difficultés d'aujourd'hui. Les deux concernent, le premier la question des migrants et le deuxième le conflit ukrainien, qui sont deux choses qu'on remuait chacun dans comment on voit les choses, qui ont eu cette différence justement par rapport au génocide des Rohingyas ou ce qui se passe dans une mine à Bicillé, dans le fin fond de la RDC, c'est que là ça s'est passé chez nous. Et donc ça change la façon dont on voit les choses. Moi je l'ai observé, moi qui parlais souvent de ce qui se passait en RDC ou ailleurs, alors les gens compatissent, mais par contre quand on parle de la question des migrations ou du conflit en Ukraine, alors je ne parle même pas du conflit à Gaza aujourd'hui, mais les réactions sont différentes, parce que les gens sont concernés. Et donc c'est aussi plus révélateur de choses plus personnelles, donc plus passionnées et plus compliquées à gérer. Donc on va aller à la première personne. Alors voilà, cette personne c'est John Dolucen.
En fait, c'était le directeur d'Amnesty dans les années 2010 et qui travaillait sur la zone Europe. Et donc à l'époque, parce que ça allait un peu mieux en Europe à l'époque, il travaillait surtout sur les questions migratoires. Et donc c'était une des voies importantes, surtout en 2015, quand il y a eu cet afflux de réfugiés sur l'Europe, et les 2 années qu'on suivit, et qui était toujours interviewé partout en disant voilà, l'Europe forteresse, on ne laisse pas rentrer les gens, c'est quelque chose qu'on peut facilement gérer. Donc qui voulait plus d'ouverture, plus d'accueil, en disant voilà, on peut le faire, on va y arriver, sans faire comme Merkel, mais lui basé sur les droits. Et puis, en mai 2018, il annonce qu'il quitte Amnesty. Et il quitte Amnesty à cause de sa position sur la question migratoire. Et en fait, il se dit, et il fait un message, moi je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué, assez long, ce qu'il adresse à tous les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent sur ces questions en Europe et ailleurs. Et il dit, voilà, vous êtes complètement à côté de la plaque aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et il fait 2 reproches à tous les défenseurs, ceux qui travaillent sur la question migratoire, mais au-delà de ça. Il dit, vous faites 2 erreurs principales. La première, c'est que vous ne voulez pas entendre la grande hostilité des gens en Europe par rapport à cet afflux de nouvelles populations. Vous faites comme si ça n'existait pas, vous ne voulez pas écouter les gens, et ça c'est une grosse erreur. La deuxième erreur qu'il voit, c'est en tant que justement praticien et gens qui travaillent sur ces questions et qui font du plaidoyer, vous ne proposez pas des solutions aux politiques que les politiques pourraient mettre en œuvre et qui satisferaient leurs électeurs, pour que comme ça ils puissent être réélus. Et pour lui, c'est 2 erreurs graves des défenseurs des droits de l'homme à ce moment charnière. Et il dit, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont perdre les élections, que les populistes qui veulent tout détruire et supprimer les droits et fermer les frontières et laisser les gens mourir vont être au pouvoir, et tout ce que l'on a construit pendant 30, 40, 50 ans va disparaître du jour au lendemain parce que vous n'avez pas voulu trouver d'autres solutions et écouter les gens. Et moi je m'en souviens, même encore aujourd'hui quand on le dit, c'est quand même quelque chose. Moi ça fait 10 ans que j'y pense presque, parce que voilà, c'est une remise en question en plus, je veux dire, de l'un des nôtres, de quelqu'un en plus qui était vraiment hyper fort, hyper doué, qui savait convaincre, qui avait les arguments, et cette personne tout d'un coup bascule en 2018 face aux difficultés contre l'Europe, et puis envoie une charge quand même assez rude contre le monde des droits de l'homme. Alors, on passe à la slide d'après. Qu'est-ce qu'il proposait? Ouais. Parce que donc voilà, comme je dis, lui il a cette intuition, et je pense que quand même 5-6 ans plus tard, on se dit qu'il n'avait pas forcément tort, qu'on n'est plus dans une période où on va conquérir des nouveaux droits, mais on est dans une période où il faut se battre pour ne pas lâcher ceux qui existent. Et donc il dit voilà, il faut être pragmatique, peut-être perdre quelques trucs pour que l'essentiel reste. Après, qu'est-ce qui est l'essentiel? Ça c'est une de nos questions à réfléchir. Et cette personne, ce qui est intéressant et triste, et après bon, on a chacun son parcours, c'est donc qu'il a rejoint un think tank assez connu. C'est eux qui ont fait l'accord Union Européenne-Turquie. Ah oui, justement, au nom du pragmatisme. Ouais. Et maintenant, il est le porte-parole de ce nouveau concept qu'on appelle les frontières humaines. C'est de dire, voilà, les frontières doivent être plus humaines. Mais plus humaines pour lui, ça veut dire, on va trier les gens à la frontière, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vocation à obtenir l'asile. On ne va pas les laisser rentrer, on va les renvoyer rapidement chez eux. Et les rares, les 20-30% qu'on va reconnaître comme réfugiés, eux, on va bien s'en occuper. Et cet été, il propose un nouveau pacte à l'Angleterre pour résoudre justement la question des morts dans la Manche. Et sa proposition, c'est de dire, on ne permet à plus personne d'entrer en Angleterre de manière illégale. Ceux qui rentreront de manière illégale seront expulsés immédiatement et on n'étudiera pas leur demande. Mais à l'inverse, toutes les personnes qui arrivent à Calais, on va les répartir entre la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin ici 7 ou 8 pays, et c'est eux qui vont étudier les demandes, et en échange, l'Angleterre va accueillir 80 000 réfugiés qui ont été reconnus par les autres pays chaque année, alors qu'ils reçoivent 25 000 personnes par an. Et donc il dit voilà, c'est gagnant-gagnant. Voilà, pragmatisme. Oui. Et donc
Parce que donc ça je pense là. Et donc on fait quoi? Moi je sais pas, mais voilà, ça fait réfléchir. Alors on peut citer le cas du Danemark où la position de la première ministre travailliste a été sur cette base-là, moyennant quoi, regardez la situation politique du Danemark, l'extrême droite est montée en force. Donc ça n'a pas empêché. C'est la honte et le déshonneur. Voilà, c'est ça. C'est fromage et dessert, si je puis dire. Voilà. Moi, il me semble qu'il n'y a pas de solution au niveau des migrants eux-mêmes. Les migrants ne sont que la conséquence d'un ensemble de choses bien en amont. Et le vrai problème pour moi, avec tous ceux que je rencontre, le vrai problème, il vient de la corruption des pays d'où ils arrivent. Parce que même s'ils ne sont pas persécutés, mais la plupart finissent par l'être d'une façon ou d'une autre, eh bien, vivre cette corruption en permanence à tous les niveaux, au niveau familial, social et politique, c'est impossible. Quand on sait ce qui se passe dans le monde et les droits qu'on a, mais en même temps, voilà, parce que c'est un discours que beaucoup utilisent, hein, de dire voilà, on va vous aider dans votre pays pour pas que vous deviez partir. Mais il ne faudrait surtout pas leur donner de l'argent à ces gens-là. Mais si on revient à la convention enfin, de Genève ne dit pas on va vous aider à vivre chez vous. On vous accueille, on vous protège tant que votre État n'est pas en mesure de vous protéger. Ne donnons plus d'argent à ces chefs d'État qui sont des corrompus. Pourquoi? J'entends encore avec la crise climatique, on veut plus d'argent, on en veut plus, oui, on va vous en donner encore plus et encore plus. Mais ça veut dire quoi? On vous donne de l'argent, pourquoi? Peut-être monsieur, puis après le dernier exemple, et puis comme ça on pourra tous réfléchir, pas forcément ici, mais chez soi aussi, parce que c'était le choix que j'avais fait de plus d'ouvrir à une réflexion que j'ai pas les réponses. Une chose, dans les pays du Sud, il y a bien sûr quelques dictateurs qui détournent les aides, c'est une chose. Nos économies, la politique agricole européenne exploite beaucoup les pays du Sud. On a appauvri les agricultures africaines, on ne permet plus aux Africains même de produire eux-mêmes, puisqu'on leur envoie des produits européens congelés, on envoie des choses qu'on fait. L'Europe fait son beurre avec la pauvreté en Afrique. C'est l'économie politique. Alors, les paysans là-bas n'arrivent plus à produire leur poulet, n'arrivent plus à faire leur œufs, n'arrivent plus à faire leur viande. Ils n'ont qu'un espoir, c'est venir chez nous pour vivre. Et bien sûr, il y a quelques dictateurs qui font leur richesse, mais les gens là-bas crèvent. Et c'est tout. Ils viennent là pour vivre. C'est des migrations de survie. Ouais. On va passer au deuxième exemple, pour que comme ça vous ayez la vision globale. Donc c'est le conflit ukrainien. Juste avant. Deux avant. Voilà. Donc, en août 2022, Amnesty publie un rapport sur les violations qu'il a pu documenter, et il mentionne les violations commises par l'armée ukrainienne. Il observe il estime, sur la base de ces observations, que la façon dont les troupes ukrainiennes se sont déployées au sein des villes proches des lieux d'habitation met en danger les populations civiles. Il ne leur reproche pas de s'installer dans cette zone, mais il leur reproche de s'installer dans cette zone et de ne pas demander aux civils de les quitter. Parce qu'à partir du moment où ils s'installent, ça devient des zones militaires légitimes, et le droit international humanitaire leur demande que s'ils installent par exemple proche d'une école, c'est faisable, mais à ce moment-là il faut évacuer la population civile, mais l'armée ukrainienne ne le fait pas. Et donc, elle bombarde des positions russes de ces bases-là. Il y a des bombardements, à l'inverse, qui tuent beaucoup de civils. Et c'est ce que dénonce Amnesty International en août 2022. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça ne va pas bien passer. Donc on voit à la page d'après. Donc, le jour de la publication, le président ukrainien dit, voilà, notre pays est victime d'une attaque injustifiée, invasive et terroriste. Et donc, en faisant ce que vous faites, Amnesty, en disant qu'on viole le droit international et qu'on met en danger les populations civiles, vous mettez la victime et l'agresseur sur un pied d'égalité. Le ministre des Affaires étrangères dit, vous créez un faux équilibre entre l'oppresseur et la victime,
entre le pays qui détruit des centaines et des milliers de civils, de villes, de territoires, et le pays qui se défend désespérément. Donc sous-entendu, si vous vous défendez désespérément, vous avez le droit de ne pas respecter le droit humanitaire et de mettre en danger des civils, si on suit le raisonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que la nuit même, la présidente d'Amnesty Ukraine, Oksana Tokarczuk, qui est quelqu'un qui milite depuis très longtemps et qui est très connu. Moi, je suis allé en Ukraine pendant 1 an et demi en 2015-2016, donc c'est quelqu'un que j'avais pu rencontrer. Elle annonce qu'elle démissionne d'Amnesty en disant ce que j'ai mis là. Elle dit à Amnesty, au siège, si vous ne vivez pas dans un pays envahi par des occupants qui le morcellent, vous ne comprenez probablement pas ce que c'est que de condamner une armée de défenseurs. J'ai mis exprès ces termes parce que si on revient à ce que sont le droit de l'homme, à ce qu'est le droit humanitaire, à ce qu'on dit nous tous les jours en tant que militants, il n'y a pas un droit spécial pour les armées de défenseurs. Il n'y a pas un droit spécial pour les gens qui se défendent désespérément. Il y a un droit qui essaye de protéger les populations civiles, victimes d'exactions dans le cadre du conflit. Et donc, on voit la page d'après, puis c'est la dernière. Elle explique qu'elle a tenté d'expliquer à la direction d'Amnesty pendant 2 jours qu'il ne fallait pas sortir ce rapport, et elle leur reproche de ne pas prendre en compte le point de vue du ministère ukrainien et de faire donc le jeu de la propagande russe. Et quelques semaines plus tôt, elle est interviewée dans la revue d'Amnesty et elle disait « Lorsque j'entendais les récits des réfugiés, je les trouvais très forts. Et pourtant, tout est différent quand cela vous arrive. » C'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Ce qu'on constate aujourd'hui et ce qui remet en cause et qui bouleverse aussi notre travail et notre façon de voir les choses, c'est que pour la première fois, en tout cas pour nous en Europe, hein, parce qu'ailleurs c'est pas quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on est confronté à ces choses-là, proches de nous, devant nous, et que ça interroge les convictions de beaucoup. Et donc voilà, comment on fait aujourd'hui, c'est la question que je pose à la fin, pour continuer à défendre justement l'universel, y compris dans ces situations-là. C'est ce qu'on fait dans tous les autres pays sur lesquels on travaille. En RDC, on n'a jamais dit ce village, comme il a été agressé, ils ont le droit d'aller massacrer le village d'à côté. Voilà. Et donc ça monte au-delà de ce discours qu'on a souvent en Occident, le 2 poids 2 mesures par rapport aux victimes, mais au-delà de ça, ça pose cette vraie question de c'est quoi les droits de l'homme et comment on arrive à faire passer le message, y compris dans des contextes comme ceux-là. Parce que si on n'y arrive pas, comme je disais, à la fin du tunnel, je ne suis pas sûr que les gens ils vont choisir notre voie, mais qu'ils vont plutôt choisir la facilité de... Donc voilà, c'était ma volonté comme je disais, pas d'avoir des réponses, mais de réfléchir à où on en est aujourd'hui et vers quoi on pourrait aller collectivement. Mais comme on le voit, c'est pas facile. C'est normal que ce soit difficile pour nous, parce qu'on voit ce à quoi on est confronté aujourd'hui. La tempête, elle tombe aussi sur nous, pas que sur les droits de l'homme. Et je trouve que dans notre domaine, qui est très humain, qui est des choses de conviction, à la 4 on sait encore plus que les autres, c'est important aussi de réfléchir à ces exemples et de voir quel discours on peut trouver et quelles actions on peut mener pour défendre les droits qui sont importants pour nous. Voilà. Alors, d'abord on remercie Eric pour cet exposé très, très complet et surtout très imprégné de l'expérience de terrain, ce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, hein, et c'est une chance, hein, je te le dis, hein, vraiment, c'est une chance. Alors, on va passer, oui, oh, je t'ai vu. On va passer aux échanges. J'indique simplement une contrainte, elle est très claire, c'est à 17 h on arrête. Donc, je voulais remercier Eric pour sa présentation, qui était très intéressante. Il me manque juste, à mon avis, quelque chose
échange non seulement des marchandises, mais des travailleurs. Et on voit bien les résultats aussi que ça peut occasionner. Et puis, deuxième point qui, à mon avis, manque et qui est très important et qu'il va falloir prendre en considération, c'est la montée des trafics de drogue. Là, aussi, on parle de dizaines de milliers, peut-être plus, de victimes chaque année. On le voit dans les défenseurs dans l'environnement, je ne l'ai pas mis, mais parce que le pays où il y en a le plus d'assassinés, c'est en Colombie, et c'est parce qu'ils se trouvent sur la route de la drogue qu'on les assassine. Et elle a pris une ampleur absolument monumentale. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, parce qu'on n'est plus à quelques milliards de dollars, mais c'est des centaines de milliards de dollars. Voilà. Et avec beaucoup de crimes à la clé, je pense qu'on est bien placé pour savoir ce qu'on en est. Voilà. Alors il y avait d'autres questions, oui. C'était simplement une réflexion sur l'Ukraine. J'étais petite fille au moment de la guerre de 40. C'est évident qu'on ne mettait pas les civils à part quand il y avait le bombardement qu'on prévoyait sur l'usine voisine. On n'a jamais mis les civils dans la guerre, un petit peu à part pour qu'on vise juste la cible et puis c'est fini. Mais c'est un droit justement qu'on a créé après la Seconde Guerre mondiale pour que ce genre de choses n'arrive plus. Enfin, c'est... À ce moment-là, c'est hors de la pensée humaine de pouvoir faire ce... On voit ce qui se passe en Israël. C'est pas possible. Enfin, il y a quelque... Non, c'est pas vrai que c'est pas possible. Pour moi, c'est une utopie, ça. Non. Il faut travailler avec ce qui est, avec le réel. Non, c'est un droit. C'est un droit que les États ont ratifié, on ne les a pas forcés. Et donc ceux qui l'ont créé doivent l'appliquer. Pour moi, après, je dis, j'ai pas forcément raison, mais en tout cas, moi, j'admets pas d'un État qui dit, voilà, les choses sont comme ça, et on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus respectueux des populations civiles. Les erreurs qu'on a faites de la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas condamné à les répéter tout le temps. Fabrice. Alors ça peut dire que ce ne sera pas le cas, mais... Alors, je vais vous poser une question, une idée, moi je ne sais pas si elle est bonne. Je me dis qu'il y a une érosion par le haut des droits humains, et on se bagarre beaucoup vers le haut. Et est-ce qu'il ne faut pas se bagarrer aussi pour des choses qui sont plus, où tout le monde est un peu d'accord, qui sont plus bas, avant que ce soit atteint? Je pense par exemple aux droits des enfants, aux droits des femmes, je pense par exemple au truc du Congo. C'est vrai que mon téléphone, il a certainement été fait en partie par un enfant qui est mort à 10 ans dans une mine à Kivu, au Guyane des métaux lourds. Et ça, qu'on fasse un papier contre l'entreprise qui fait l'exploitation des minerais, je pense que ça peut intéresser, avec des gamins de 10 ans qui meurent, ça peut intéresser pas mal de monde en France. Tandis que la personne qui est détenue au Congo et qui est maltraitée, actuellement, beaucoup de gens s'en foutent un peu. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus bas? Il faut déjà défendre ça pour éviter que l'érosion déjà descende plus bas. C'était mon idée. Mais oui, c'est la question que pose justement. Sur quoi on se concentre? C'est toujours difficile. Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Alors on peut penser évidemment au moins que les enfants soient protégés. C'est la moindre des choses, mais c'est... Je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres combats, mais il faut aussi insérer ces combats-là qui vont sensibiliser beaucoup de personnes. Le droit de l'enfant, les migrants, beaucoup de gens s'en foutent. Mais quand on dit, oui, mais il y a des gens à la rue, il y a des enfants à la rue qui en meurent en France. Et là, les gens réalisent un peu différemment. On est un pays développé, il y a des enfants à la rue, comment ça se fait? Et là, on peut peut-être toucher des gens. Tandis que c'est de diversifier un peu c'est pas d'abandonner les autres combats, mais peut-être de diversifier pour que des choses soient... Voilà. Mais c'est ce que la plupart des ONG font au quotidien. Hein. Enfin, quand je travaille avec la CAC, justement, quand on réfléchit à un prochain appel ou à une campagne, on souhaite aborder une situation et on essaie aussi de trouver ce qui va rencontrer le plus d'adhésion. Parce que comme ça, on va mobiliser les gens et on espère qu'une fois que les gens ont été mobilisés par une question qui les touche, ils vont s'intéresser aussi à d'autres. C'est ce qu'on essaye, mais il y a tellement de problèmes que... Alors, André et Sandrine. Je voudrais rebondir parce que là, on touche quelque chose. J'y ai pensé tout à l'heure quand on a parlé de la peine de mort un peu, on a parlé aussi de bien caler nos convictions. Et nous, à Thonon, on parraine un condamné à mort, et puis on a eu des liens avec, je me lève pour que tout le monde m'entende, on a eu des liens avec plein de groupes ou de personnes qui parrainaient des condamnés à mort. Mais il y avait, des fois je sentais, puis j'avais eu des débats avec des personnes, tout le
le monde avait la volonté d'avoir son condamné à mort innocent. Mais il faut comprendre que quand on parraine un condamné à mort, on doit pouvoir aussi prendre parti pour un condamné à mort qui est coupable. Et on défend la peine de mort. On ne veut pas que quelqu'un puisse être condamné. Et aussi après qu'il ne puisse pas être condamné à être enfermé toute sa vie comme une bête dans 2 mètres carrés. Il faut qu'il y ait des solutions pour que les peines soient humaines, qu'il n'y ait pas la peine de mort, et ça doit définir aussi notre fonctionnement, qu'on ne soit pas dans la tempête aussi à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive, qu'on soit radicaux, comme on disait tout à l'heure avec Yves, dans nos actions. Par exemple, les réfugiés, il y a aussi, on vient d'en parler, alors il y aurait, quand il y a eu l'Ukraine, des bons réfugiés parce qu'ils viennent presque de l'Europe, et puis les réfugiés qui viennent du Sud ou loin. Oh non, il y avait un moment où j'étais révolté, ce cri des réfugiés qui étaient des bons réfugiés. Mais c'est quoi ça? Non, pas d'accord. Et même en ACAD, des fois, il y avait des flottements. On le connaît. Il faut que nos fondamentaux soient des acquis et qu'on réfléchisse tous ensemble pour qu'on ait une même voix. Oui, voilà, c'est ça, qu'on trouve un discours ensemble qui soit, comme tu disais à l'instant, notre voix elle porte parce qu'on a un accord. Tiens, voilà, comme un orchestre, on a tous une voix commune, et puis quand il y en a un qui dit quelque chose, oui, paf, on part ensemble. Ouais. C'est mon avis. Par exemple, ce que vous disiez, c'est par rapport à la personne qu'on défend. Un des arrêts les plus importants de la Cour européenne, c'est l'arrêt Söring. C'est cet arrêt qui fait qu'on ne peut pas extrader des gens parce qu'ils risquent la peine de mort dans le pays où ils vont, ou la torture. Et bien ce monsieur Söring, c'est quelqu'un qui à 18 ans a tué ses parents de manière horrible pour, je crois, gagner $300 ou c'est pas la personne la plus qu'on a envie de mettre en avant, mais c'est voilà, c'est sur ce cas-là qu'une décision les plus importantes et qui reste la norme aujourd'hui en Europe, qui fait qu'on ne transfère pas des gens qui risquent la peine de mort, c'est un peu grâce à lui, quoi. Alors ce qu'il a fait, c'est rarement mis en avant quand on parle de la Söring. On dit rarement ce monsieur a tué son père et sa mère de manière horrible. Ouais. C'est ça, c'est ça la force des principes. Mais je peux comprendre que c'est pas toujours facile non plus à faire, mais il faut, et c'est en ça qu'on essaie toujours de réfléchir. En janvier, on avait parlé de ça quand on avait fait des formations sur le plaidoyer, justement en disant il faut réfléchir à quels sont les arguments qui vont amener les gens à adhérer à ces principes-là, pour que comme ça, chacun se dise c'est la solution de toute façon. Sandrine? Oui, moi je pensais à ce que tu as abordé, plus ou moins la question de la sémantique. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui sont dans les combats écologiques, de plus en plus, on les appelle les éco-terroristes. Le fait d'utiliser le mot terroriste, il y a un glissement, et le glissement va vers le fait que progressivement, les lois qui s'appliquent contre les terroristes risquent de s'appliquer en toute légitimité contre ceux qui luttent pour l'écologie. Bah c'est le cas, hein. Il y a beaucoup de mesures préventives d'interdiction de sortir ou des choses comme ça qui étaient dans des lois sur la lutte contre le terrorisme qui sont utilisées contre notamment des militants écologistes. Oui, alors on peut citer quelque chose qui nous concerne directement, c'est les attaques qui sont faites contre l'avantage fiscal réservé aux dons. C'est pas du tout anodin. En effet, il y a un combat que la FNSEA essaye de remettre sur la table, de supprimer l'avantage fiscal aux associations qui se livreraient à des actes comme fauchage, intervention contre l'épandage de produits phytosanitaires, etc. Ça n'a pas réussi à passer, mais il faut savoir que là, ça pousse de ce côté-là. Et c'est là où on voit... alors, c'est le combat entre l'universel et le particulier. La question qui a été évoquée, que vous avez évoquée, c'est quand est-ce que
on accepte d'abolir l'universel au profit du particulier, quoi qu'on pense du particulier. Par exemple, pour l'Ukraine, c'est vrai qu'ils sont envahis, ils sont agressés. Est-ce que pour ça, on va abolir l'universel? Et cette question, elle est posée à chaque reprise. Hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on abandonne l'universel pour le particulier, ça fait tache d'huile. C'est-à-dire, il y a un effet de contamination. Pourquoi là, pourquoi pas autre chose? Et à ce moment-là, ce n'est plus des droits particuliers qui se dégradent ou circonstanciels, en quelque sorte, c'est l'ensemble des droits qui sont questionnés au motif de la relativité de ces droits par rapport aux situations vécues. Or, le principe de l'universalité, c'est que ces droits s'appliquent quelle que soit la société où les hommes sont placés. Et quelles que soient les législations, leur origine ethnique, etc. Ça, c'est la Déclaration universelle. Alors, c'est une situation difficile, c'est vrai, hein, et à laquelle on est confronté. Et le débat qu'il y a là, tous les termes du débat sont posés. Hein, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on rencontre. C'est demain, par exemple, si on dit oui, dans telle circonstance, on pourrait le faire. C'est la question de la peine de mort dans le catéchisme catholique. Hein, avant. Hein, non, la peine de mort, on n'exécute pas. Mais, dans des circonstances particulières, etc., on peut. Et ça, on est face à cette exigence qui est toujours difficile à justifier, mais bon, qui est notre vocation. Hein. Alors, je sais bien que actuellement, c'est pas des plus faciles, hein, le moins qu'on puisse dire. Voilà. Concernant la sémantique, je veux finir sur ce que dit Sandrine. Je vous recommande un livre qui est à lire maintenant, qui est un livre ancien, qui a été très bien traduit, c'est LTI ou la langue du Troisième Reich, où un philologue, Victor Klemperer, c'est facile à lire, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Victor Klemperer, qui est resté pendant la guerre à Dresde, de 1900, enfin il vivait à Dresde avec sa femme. Il était juif, sa femme était aryenne, ce qui l'a protégé pratiquement jusqu'à la fin, sauf qu'il a pu foutre le camp de Dresde quand Dresde a été bombardée au phosphore, faisant 30 000 morts au passage. Hein? Oui. Eh bien, Victor Klemperer a écrit ce livre à partir de son journal. J'ai lu son journal, hein. C'est 2000 pages, hein, le journal, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a bâti ce livre à partir de ça. Et il dit, les régimes totalitaires bâtissent ou détournent un vocabulaire qui leur est propre. Un exemple, c'est l'exemple emblématique qu'on cite pour ce livre, le terme fanatique. Fanatique, dans le sens commun, c'était compris comme étant, je dirais, péjoratif, hein, c'est quelqu'un d'excessif qu'on peut craindre. Et bien, dans le langage nazi, fanatique, c'était valorisé. C'est-à-dire, il faut se livrer de manière fanatique aux volontés du Führer. Et il regarde un ensemble de mots qui sont détournés du sens commun qu'ils avaient avant pour en faire le sens d'un régime totalitaire. Et il avait commencé à le faire parce qu'il est resté en RDA. Il a adhéré au Parti communiste d'ailleurs. Et il a commencé à le faire pour le régime dans lequel il vivait. Ça n'a pas plu des masses, mais c'était comme ça. Donc, effectivement, Sandrine met le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est regarder la manière dont le vocabulaire est utilisé. Tu peux rappeler le nom du livre? Rappelez le titre du livre. LTI, ou la langue du Troisième Reich. LTI, c'est l'acronyme latin. Ça veut dire langue du Troisième Reich. Hein. Je
connais pas le latin, donc je me rappelle pas. C'est en livre de poche. Victor Klemperer, un lointain cousin du chef Otto Klemperer. Voilà. Ok. Encore des questions? C'est bon, on a encore un quart d'heure. Moi j'avais une question par rapport à la présentation que vous faisiez. Vous indiquiez qu'en fait au fil des années, au fil du temps, en fait, on a de plus en plus de textes de loi sur les droits de l'homme. Et moi ça m'inquiète quand on dit ça. Parce qu'en fait, si on a une inflation de textes, on s'éloigne du peuple en fait. Le peuple est incapable de connaître ces textes-là. Il connaît des brides. Et donc en fait, on perd l'esprit des lois quelque part. J'ai un peu ce problème-là. Et quand je vois tous les législateurs du monde, de toute façon, ils pondent des textes de loi comme d'autres vont aux toilettes, quoi. Enfin, et ils font jamais le ménage. Et ça c'est très très gênant parce qu'en fait, je pense que le peuple et la loi s'éloignent. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste que moi les textes dont je parlais, c'est les conventions internationales. Donc c'est en général 20 ans entre le moment où on commence à parler d'un sujet et puis le moment où la convention est adoptée. Et ça comble vraiment des manques qui étaient très importants. C'est en général le fruit d'une lutte d'organisation locale. Je vois par exemple sur la question des peuples autochtones. Enfin, depuis que moi j'ai commencé à étudier les droits de l'homme, c'est quelque chose dont on parle. Donc c'est vraiment une longue maturation de convaincre qu'il y a un problème, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc c'est pas comme justement l'inflation législative où dès qu'il y a quelque chose, là pour vous dire c'est en moyenne 20 ans. Hein. Donc il y a quand même le temps de réfléchir à... Et vraiment il y a... Mais est-ce que dans ce processus-là, on prend le temps de faire la pédagogie aux gens? Ou c'est uniquement les politiques et les affichous qui travaillent dans le secteur? C'est des conventions internationales, alors... Oui, c'est les pays. Ouais, c'est les pays, c'est... Franchement, ça dépend. Ça dépend des sujets et ça dépend de l'intérêt des médias, mais... C'est nos droits fondamentaux, c'est à chacun de faire la pédagogie. Il y a quand même pas, les journées internationales, tout ça, ça contribue aussi à faire connaître les questions. Alors, après, je ne saurais pas dire jusqu'où ça va. Mais... On prend les deux dernières questions, donc Elsa, et puis au fond, je te vois pas, pardon. Alors, ok. Je voulais juste dire quand même, pour mettre dans le contexte, c'est pas que les défenseurs des droits de l'homme soient que tristes et qu'ils se remettent en cause, c'est qu'on vit quand même une très très grave crise démocratique où il n'y a plus du tout d'universalisme. Je donne toujours cet exemple en France. En France, les enfants riches mangent à la cantine, les enfants moins riches ne peuvent pas payer, donc ils mangent chez eux, et les enfants pauvres ne mangent pas. C'est ça la France aujourd'hui. Hein, et il n'y a pas de prise en charge par des aides sociales, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est fini. Et si vous n'avez pas de papier, alors là, vous avez des prises en charge de rien du tout. Donc il y a une rupture d'égalité que les gens vivent au quotidien. Et ils sont habitués à ça. Ça fait 5 ans, 6 ans que c'est comme ça. Ils sont habitués à ça. Et donc quand on habitue les gens à ce que tout le monde n'ait pas les mêmes droits, il n'y a plus d'universalisme au quotidien, mais vous venez leur parler de droits de l'homme, d'espèces humaines, de universel, c'est tellement loin du quotidien, de ce qu'on vit au quotidien, enfin, que les gens voient, qu'ils ne comprennent plus du tout, mais plus du tout. Et il y a une pédagogie à faire pour expliquer tous ces concepts-là que nous, on a appris au fur et à mesure, en cours de philo, en cours de droit, etc. Parce que c'est complètement loin du quotidien. Oui, au fond, là, pardon. Moi, j'avais juste un exemple pour répondre à la question sur le texte. Ça fait 20 ans récemment, il y a eu une convention sur l'utilisation des armes qui violent les droits humains. Amnesty était en première ligne sur ce genre de pétition internationale. Et c'est vrai que ça met 20 ans, ça met un certain temps, mais c'est justement pour combler les violations des droits de l'homme parce que les pays riches, dont la France, vendent des armes. Donc là, il y a une appropriation du combat de tous les militants qui ont voulu cette convention, qui du coup ont fait pression pour que les gouvernements disent on va être
emmerdé si on ne signe pas quelque chose. Voilà. Donc c'est pas des lois déconnectées des gens, c'est une pression d'une certaine société civile. Alors, pas toute la société civile ne sont pas forcément concernée parce qu'elle a d'autres besoins immédiats, mais c'est pas déconnecté des gens. Donc ça c'est la première remarque. J'ai une deuxième, c'est une vraie question. Je repensais à la réaction de l'Ukraine, enfin de la présidente de l'Ukraine, d'Amnesty International Ukraine. Et effectivement, on se dit, on a des situations, on ne peut pas faire autrement. Elle se disait ça au moins. Et je me suis dit, mais alors les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant les conventions, qui dynamitaient un train, qui faisaient des civils et des soldats allemands, ou des civils allemands en mort, qui tuaient, ils se disaient, oui, mais c'est la seule façon de faire éjecter l'occupant, quoi. Et voilà, et je me suis, en pensant à cette situation-là, je me suis dit, bon, mais ça c'était avant qu'ils aient signé les conventions. Donc c'est pas grave. Et alors je me dis zut, parce que finalement, moi aujourd'hui on est du côté des vainqueurs, quoi, du côté de ceux qui bénissent la résistance de nous avoir sauvés d'Hitler. Donc on est très contents. Et alors elle, voilà. Et oui, c'est une contradiction. C'est aussi ça les conventions, les textes des droits de l'homme, c'est un idéal vers lequel on souhaite arriver. Si on commence par dire, bon bah là vous pouvez, parce qu'on comprend que c'est compliqué, il faut avoir la même exigence pour tout le monde. Je veux dire, c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas vraiment le choix, mais c'est pas pour ça qu'on l'encourage, et c'est pas pour ça non plus que ça peut pas être considéré comme des violations. C'est un peu comme en droit pénal, hein, il y a des gens qui commettent, mais la peine à la fin elle n'est pas la même pour tout le monde, suivant le contexte, suivant le... Là c'est un peu pareil, mais c'est important d'être conscient qu'est-ce que ça signifie, parce qu'aussi comme le disait Bernard, et on le voit sur plein d'autres choses, c'est si on commence à laisser passer quelques trucs, nos sociétés justement elles sont rongées de ça. On laisse, comme vous disiez, on laisse que les gens sont dans des situations de plus en plus difficiles en leur disant mais non ça va aller, ou c'est pas si grave, ou enfin tout se délite comme ça dans nos sociétés depuis longtemps. Et peut-être que s'il y a bien avant on a dit non là non c'est pas possible que dans un pays comme le nôtre les gens vivent comme ça, on avait dit ça il y a 20 ou 30 ans, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, et c'est le rôle justement c'est pour ça que je dis souvent, travailler dans les droits de l'homme, c'est pas un truc cool ou sympa où on reçoit des félicitations en permanence. C'est être celui ou celle qui dit bah non là, justement contre toute la salle, contre toute l'évidence, moi je suis pas d'accord. Parce qu'on s'est mis d'accord sur ce principe, parce que des États, des gens qui justement souvent se sont réunis pendant 20 ans, il y a eu plein d'efforts. C'est pas pour qu'au premier soubresaut on dise bon bah allez ok, on va... mais c'est une position qui est difficile, qui je pense n'a jamais été facile, et j'ai l'impression qu'elle est encore plus difficile aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus important, alors comment on le fait, mais de dire, voilà, d'être celui et celle qui dit non. Il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, moi, en tant que défenseur, je refuse d'admettre que c'est comme ça et que ça ne peut pas être autrement. La réponse, c'est ce qui est sur le slide. C'est vraiment la directrice internationale qui a dit notre travail, vérifiez-le, nous soutenons toutes les victimes en toute impartialité. Donc même les victimes, c'est ça. Alors, on va être malheureusement obligé de clôturer. Alors, on peut finir ça par un appel à la résistance. C'est vrai que, je dirais, la première exigence, c'est effectivement de résister, surtout dans la période actuelle. Et après... Résister à quoi? Préciser. Alors, résister justement aux violations quotidiennes, hein, au dynamitage de la démocratie, et résister à ses auteurs. C'est pour ça que je rappelle que la région a voté une demande de suspension, enfin de partir du compte X pour la 4 France. Voilà. C'est une traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est une traduction concrète
hein, d'un acte de résistance. Voilà, on remercie beaucoup Eric. C'était passionnant. Et merci à vous aussi. Hein. Marjolaine. Au nom de la région A4, donc Savoie, Haute-Savoie et Isère, je vous remercie beaucoup d'être venus cet après-midi. On était nombreux, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à essayer de se battre. Je remercie évidemment beaucoup Eric pour sa conférence passionnante, Laurence qui est venue de Paris pour représenter le national, Béatrice voilà, qui est venue de là-haut chez elle aussi pour représenter le national. Et je vous rappelle juste que sur la table de presse, il y a encore beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas des trains à prendre, n'hésitez pas. En gros, à part les livres, tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à prendre. Il y a des petits objets de la 4, mais pas que. Donc, il y a aussi des livres gratuits. Les 50 ans. Mais il faut nous demander, je ne sais pas tout. Le hors-série des 50 ans est payant à combien? Combien? Elle ne sait pas. Donc si là, sais. La région payera. Ben dis-moi. C'est 15 euros. 15 euros le hors-série. La région payera. C'est quelque chose de. Comment dire? C'est un collector. Ouais. Voilà. Mais le reste.